Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, donc moi je suis le directeur adjoint de GRDF sur la partie Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, sur le territoire ici. Donc on dessert à peu près, à l'échelle de GRDF, on dessert 10 000 communes. On est loin de desservir toutes les communes, hein, puisque ça coûte historiquement, contrairement à l'électricité, le gaz n'est pas, il n'y a pas une desserte universelle, donc il y a des critères de rentabilité, ce qui fait qu'on ne dessert que les communes d'envergure, on va dire. Toutes les communes supérieures à 2000 habitants sont desservies en gaz. Le reste des communes ne peuvent pas l'être, ça ferait supporter un coût trop cher, justement, à ceux qui utilisent déjà le réseau. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce que j'ai entendu ce matin, parce que moi, je vais vous parler de gaz. Et donc, je ne vais pas vous parler d'électricité, énergie renouvelable intermittente. Je vais vous parler de gaz, du gaz actuel, et puis du gaz de demain, des gaz renouvelables qui vont être des énergies renouvelables permanentes, pas intermittentes. Ça produira toute l'année d'énergie dont on aura besoin et qui va remplacer progressivement le gaz qui aujourd'hui est importé, majoritairement de Norvège, des États-Unis, de moins en moins de Russie, suite à l'actualité que vous connaissez tous. Peut-être prendre le petit pointeur et enchaîner. Donc, pour vous rappeler la part du gaz, on a beaucoup parlé d'électricité ce matin. L'électricité à l'échelle française, les chiffres datent de 2023, ça n'a pas dû beaucoup changer. L'électricité représente 25% de la consommation d'énergie finale française. Le pétrole, notamment pour les carburants, est le gros poste de consommation d'énergie finale au niveau français. Et le gaz représente quand même 18% sur le territoire national des consommations. Et l'autre élément qui est important, qui est notable en tout cas en matière de gaz, c'est que à peu près un logement sur deux en France est chauffé au gaz. C'est quand même un gros vecteur de consommation. L'autre gros vecteur de consommation, c'est les clients industriels. Il y a beaucoup de clients industriels qui ont besoin du gaz en matière première pour pouvoir faire fonctionner des verreries, des aciéries, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est l'autre gros poste de dépense des consommations de gaz. C'est l'erreur classique. Un petit rappel sur le rôle aussi du gaz. Pourquoi le gaz, on ne pourra pas s'en passer à l'échelle nationale et à l'échelle aussi européenne. Vous l'avez dit à nombreuses reprises, c'est là, c'est une représentation à l'échelle nationale des appels de puissance, toute énergie confondue. C'est-à-dire qu'on a sommé ce qui était produit par l'électricité, ce qui était produit par le nucléaire, le thermique à flamme, les ENR électriques, le gaz qui est en vert, le bois, les réseaux de chaleur, le fuel, le GPL. Et forcément, au niveau national, quand on regarde toute l'année, on consomme beaucoup plus en hiver qu'en été, simplement parce qu'on a besoin de chauffage l'été et que ce besoin de chauffage, il y a un rapport entre 1 et 3 entre la consommation estivale, la puissance appelée en été et la puissance appelée en hiver. Et ce qui est fourni en hiver est fourni en grande majorité par justement des énergies qui sont capables de délivrer beaucoup de puissance en peu de temps, qui sont stockables, et donc en grande partie par du gaz, puisque en gaz, vous le savez peut-être pas, mais on a beaucoup de stockage sur le territoire national. On a une dizaine de stockages qui couvrent à peu près 4 mois de la consommation. Ça a été construit dans les années 70-80, parce qu'on avait des contrats long terme avec la Norvège, les Pays-Bas, les Anglais qui avaient encore pas mal de gaz, et puis progressivement les Russes. Sauf qu'on on achetait le gaz toute l'année. On avait beaucoup besoin l'hiver, et en été, on avait beaucoup moins besoin, donc on a construit ces infrastructures. Et ce qui permet aujourd'hui d'être complètement, d'avoir une énergie tout à fait pilotable et de pouvoir délivrer très vite beaucoup de puissance. Donc, on a parlé tout à l'heure des centrales thermiques à flamme, mais tout simplement pour fournir le chauffage au gaz, c'est un peu indispensable. Et je vous ai donné un rapport parce que je savais qu'on allait parler beaucoup d'électricité. Et je vous ai donné un rapport d'un appel de puissance le début janvier. Il a fait un peu froid. Et il y a eu le chauffage électrique qui a été nécessaire à hauteur de 87 gigawatts. Et le gaz a fourni 123 gigawatts. Et donc, tout ça, on ne pourra pas le remplacer, hein. Même si on va beaucoup électrifier, et c'est normal, ça a été dit tout à l'heure, peut-être pas au rythme qui était attendu par RTE et consorts, mais en tout cas, on va sans doute électrifier dans les années qui viennent.
on ne pourra pas remplacer le gaz parce que c'est pas possible de fournir autant de puissance dans un délai aussi court. Alors, la conviction de l'entreprise GRDF qui accompagne aujourd'hui la transition, l'engagement français de la neutralité carbone, c'est qu'on aura toujours besoin de gaz demain et qu'on aura par contre besoin de gaz vert. Puisqu'aujourd'hui, on transporte 97% de méthane fossile importé. Notre volonté, c'est le plus possible de viser 100% de gaz vert, gaz renouvelable à horizon 2050, sous différentes formes. La principale forme qui va être utilisée, c'est le biogaz produit par méthanisation, qui est déjà en cours de développement en France depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque ça a commencé en 2006. Et après, il y aura d'autres vecteurs énergétiques, d'autres solutions énergétiques qui permettront de produire du gaz. Voilà, donc ça, c'est la conviction sur laquelle on travaille. Il faut avoir en tête qu'en gaz comme en électrique, d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, il y a eu une grosse baisse de consommation. Entre 2020 et 2025, la consommation de gaz en France a baissé de 20%. Elle a baissé de 20%. Elle n'a pas baissé parce qu'on a moins de clients. Elle a baissé parce que les équipements sont bien plus performants et parce qu'il y a un effort de sobriété très très fort. Surtout lié à la crise en Ukraine en 2022, où les prix du gaz ont beaucoup augmenté. Il y a eu un effort assez massif des industriels. Alors c'est parfois subi, hein, parce que le prix du gaz est tellement élevé qu'ils ont freiné leur process industriel, et parfois engagés, motivés. Voilà, il y a des grosses baisses de consommation, et ça, il faut en tenir compte, et c'est ce qu'on vit aussi en électricité, finalement. Ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Non, parce que je suis sur le petit. Je vais ouvrir ça. Ça va le refaire. Voilà. Donc, un petit schéma, je vais aller très très vite pour vous expliquer le processus de méthanisation. Le principe de la méthanisation, c'est valoriser des déchets. On valorise les déchets. Alors, les déchets, les biodéchets, on en a de plus en plus, puisqu'il y a l'obligation de la collecte des déchets organiques depuis le 1er janvier 2024. Donc, c'est des déchets qui sont en grande partie méthanisés pour faire du biogaz et distribuer du gaz dans les réseaux. Et puis tous les autres déchets industriels, beaucoup de déchets agricoles, des lisiers, des fumiers, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, ça a été dit tout à l'heure, des bouts de stations d'épuration aussi, du gaz qu'on récupère dans les décharges. Il y a beaucoup de gaz qui est récupéré dans les décharges qu'on valorise également. Voilà, tout ça, c'est ce qui va servir à faire du biogaz. On le met dans des cuves que vous voyez un peu partout dans les territoires aujourd'hui, dans des cuves, ça va en digestion, sans oxygène. Ça va, avec les petites bactéries, faire du biogaz. Et ce biogaz, il va être, après épuration, soit utilisé directement dans des chaudières, les chaudières que vous avez peut-être chez vous, soit dans des cogénérations, ça va faire de l'électricité du gaz, soit ça va être utilisé aussi dans la mobilité gaz, notamment pour les camions. Beaucoup de camions tournent, les bus, les cars, beaucoup de camions roulent au gaz. Voilà un petit peu les rappels sur la méthanisation. Les modèles de méthanisation de biogaz, on en a différents types. Le principal type qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le type agricole. C'est là où il y a il y a à peu près 750 sites de méthanisation sur le territoire national. 550, ça doit être des sites agricoles de petite taille, avec des capex de 2 à 5 millions d'euros d'investissement. Et le reste, c'est plus à la marge. Des gros projets territoriaux, il y en a très très peu. Toutes les stations d'épuration sont désormais équipées d'ailleurs de méthaniseurs pour faire du biogaz, c'est un standard. Et puis les décharges également. Mais ça représente très très peu de projets, et la plupart des déchets utilisés sont les déchets agricoles, qui représentent la grosse partie de l'usine. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt du biogaz? C'est que ça permet de décarboner de façon très significative par rapport à du gaz naturel importé. Le gaz naturel, c'est presque 250 grammes par kilowattheure d'énergie. Et le biogaz, c'est un peu moins 50 grammes par kilowattheure d'énergie. Donc on retire une diminution d'à peu près 80%. Lorsqu'on passe du gaz naturel à du gaz renouvelable, du gaz produit par des déchets, on divise par 5 quasiment
les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que c'est encouragé. Dans la PPE3 qui a été évoquée tout à l'heure, il y a un engagement de l'État, un objectif de 15%. Là, aujourd'hui, on a 4-5% à peu près. Et l'objectif, c'est en 2030 d'en avoir 15% dans la consommation de gaz renouvelable. Il y a un autre enjeu qu'on oublie souvent, c'est que ça permet aussi de produire un engrais qui n'est pas un engrais synthétique. La méthanisation, je vais revenir un peu en arrière. Ici, lorsque vous digérez dans les grandes cuves, vous faites à la fois du biogaz, mais vous faites surtout du digestat. Le digestat va remplacer finalement ce qu'on faisait avant. On épandait du fumier du lisier, on va toujours épandre quelque chose, mais cette fois, c'est du digestat. Et donc, le développement de la méthanisation va permettre de remplacer une grande partie d'importation d'engrais chimiques et de synthèse. Et puis le dernier enjeu, c'était évoqué tout à l'heure, et ça fait écho à ce qui va être évoqué lundi au Parlement, c'est que contrairement aux autres filières ENR électriques, pour le coup, la méthanisation, c'est une filière très française, voire européenne, mais absolument pas chinoise ou autre. Hein. Ça développe l'emploi est très fort, puisque en fait, les équipementiers sont là, mais il faut faire tourner les usines. C'est ce qui fait les emplois, les usines de méthanisation, et c'est ce qui fait le gros des emplois. Et il y a déjà un chiffre d'affaires assez important. Il y a 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires liés à la production de gaz et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires liés aux entreprises françaises qui produisent ces méthaniseurs sur le territoire. Il y a le 30% restant, c'est principalement allemand, puisque c'était en Allemagne que s'était développé au départ le biogaz. Si je peux me permettre un commentaire sur cette slide, vous êtes très modeste parce que là, le biométhane, vous êtes à 44 grammes à peu près. Oui. C'est bien. Mais en respectant les règles de l'ADEME. Absolument. Alors que si vous valorisez l'économie de CO2 des digestats versus des engrais, vous descendez à 25 grammes. Et donc ça, c'est très important. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne mettent pas la vision globale. Et je vous invite vraiment, GRDF, à communiquer aussi sur ce 25 grammes. On est prudent dans nos communications. À cause de l'ADEME. On utilise des chiffres officiels. Je finis. Alors voilà, tous les éléments. Alors c'est vraiment typiquement l'énergie locale, hein, puisque le gaz qui va être produit va être diffusé en proximité dans les communes qui sont desservies en gaz. On est vraiment sur une énergie qui est locale, qui est stockable. Il n'y a quasiment pas d'investissement supplémentaire à faire à part les connexions qui doivent être faites entre le réseau existant et le méthaniseur. Donc on a des investissements qui sont très limités. En matière de réseau, hein, rien à voir avec les chiffres que vous entendez sur RTE et Enedis. Hein, c'est très limité. On est sur des logiques de boucle d'économie circulaire, hein, parce que les déchets, les déchets sont récupérés en proximité et valorisés localement dans les chaudières. Et puis les enjeux environnementaux, j'en ai parlé. Voilà un petit peu où on en est. Il y a des sites un peu partout sur le territoire. C'est dans le rural, hein, en grande majorité, ça a été dit tout à l'heure, hein, forcément, en proximité avec des exploitations agricoles. Et on en a quand même beaucoup dans les régions que je pilote, puisque et là c'est une autre chance qu'on a, c'est la France est très agricole, avec une agriculture très diversifiée. Et donc on a des projets qui sont très variables sur les territoires agricoles. On va retrouver par exemple en Bretagne beaucoup de projets sur effluents, notamment l'élevage de porc. On va retrouver en centre-Val de Loire des projets plutôt type céréaliers, mais ce n'est pas les cultures principales hein, qui sont utilisées, c'est les couverts végétaux, les intercultures qui sont utilisées. Et les tailles de projets sont très variables aussi en fonction des régions. En Bretagne, on a un tout petit projet accolé à la ferme. En centre-Val de Loire, on a des projets beaucoup plus gros. Par exemple, quand on est en Beauce, les projets n'ont pas du tout la même envergure que les projets qu'on connaît en Bretagne. Voilà, donc on a à peu près 14 TWh en service. Il y en a 15 qui vont se mettre en service là, dans les 2-3 ans qui viennent. Donc c'est pour ça qu'on est assez confiant hein, sur le 15% de gaz renouvelable en 2030, puisqu'il y a déjà beaucoup de projets qui sont dans les portefeuilles des opérateurs. La grande majorité des projets sont portés par des agriculteurs, hein, je reviens toujours sur le même sujet. C'est des investissements qui sont aidés en grande majorité par le levier de la dette. Donc le Crédit Agricole, notamment, est un gros financeur de ces projets.
Ça n'avance plus. Là. Il faut recommencer, excusez-moi. Bon, allez, vers l'avant. Voilà. Et puis, je finirai sur les autres. Là, je vous ai parlé de un schéma compliqué. Je vous ai parlé de la méthanisation, ce qui est à gauche, qui est produit en grande partie par l'agriculture et par les déchets. Mais on a d'autres déchets qui ne sont pas valorisés à travers la méthanisation, notamment tout ce qui est les déchets secs, les résidus de bois, ce qu'on appelle les composés solides de récupération, tout ça de déchets qui sont aujourd'hui très souvent exportés dans d'autres pays européens, peuvent être valorisés sous forme de pyrogasification, une forme de gasification d'hydrothermale. La gasification d'hydrothermale, c'est une technologie qui va se développer puisque progressivement, il sera sans doute interdit d'épandre sur les sols agricoles des bouts de stations d'épuration pour des raisons sanitaires. Et donc, une des solutions pour pour trouver une valorisation de ces bouts de stations d'épuration, ça va être de gazifier et de faire du gaz avec ces bouts de stations d'épuration. Et puis le dernier, c'était évoqué tout à l'heure, mais je suis assez en phase avec ce qui a été évoqué, ce qu'on appelle le power to gas, puisqu'on avait mis ce schéma-là il y a 5-6 ans déjà. On ne pensait pas qu'il y aurait de l'électricité à coût négatif aussi vite, puisqu'on a anticipé ces problématiques de power to gas en 2035-2040, pas avant. Donc ça veut dire que de valoriser le surplus d'électricité sous format d'hydrogène, on y revient, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on constate déjà ces problématiques-là. On n'a pas du tout, effectivement, l'infrastructure pour traiter ces sujets-là, puisqu'on l'avait plutôt envisagé en 2035-2040. En tout cas, on est en train de se préparer pour pouvoir, en tant qu'opérateur gazier, transporter, distribuer de l'hydrogène, stocker de l'hydrogène. Mais on est sur une pas de temps qui est plutôt post-2035. Et tout ça pour des usages qui vont continuer, chaleur, électricité, industrie, mobilité, mais des consommations de gaz qui vont baisser de façon assez significative, puisque on va diviser par 2 les consommations de gaz entre ce qu'on avait en 2020 et ce qu'on aura en 2050. Et le complément sera fait, la façon de produire ce gaz sera fait localement par des énergies renouvelables, avec des coûts aussi qui seront à maîtriser. Il y a tout le monde a un enjeu de coût. Le gaz aujourd'hui est très compétitif, le gaz importé, très très compétitif. Ça fait sa force. C'est pour ça que c'est autant développé sur le territoire national. Demain, ça sera un des enjeux, c'est de maîtriser la facture de gaz. Et ça, c'est l'enjeu de l'ensemble des opérateurs que nous sommes pour limiter les coûts. Et puis de la production également de cette énergie renouvelable qui nécessite d'être industrialisée. Ah oui, voilà dernière chose. Ça, c'est où on en est aujourd'hui. On a à peu près 14 TWh de gaz renouvelable installé, à peu près 4-5% de la consommation. Échéance 2035, on serait autour de 120 TWh, avec une grande majorité de la méthanisation. Ça a été dit, je l'ai déjà dit. Le potentiel de méthanisation est très important sur le territoire national. Il est estimé à 120-130 TWh, mais avec des hypothèses plutôt raisonnables, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Il y a 2 questions qui sont posées qui vous concernent. Dans un même réseau de gaz, peut-on utiliser plusieurs sources et types de gaz, biogaz et gaz naturel, sans impact sur les réglages? Et comment aussi vous faites la garantie en fait d'origine du fait que vous avez en fait plusieurs gaz qui sont sur le réseau en même temps? Bonne question. Alors en fait, j'ai simplifié, mais le biogaz, à la fin, ce qu'on appelle l'épurer, on va le nettoyer pour qu'il soit vraiment aux mêmes spécificités techniques et chimiques que le gaz qu'aujourd'hui qu'on importe. Donc c'est exactement le même gaz. Il n'y a aucun changement. Donc ça peut être utilisé de la même façon dans les chaudières ou dans les véhicules, notamment dans les camions. Et puis l'autre question, c'est la question des garanties d'origine, qui est le même sujet que pour l'électricité. Il y a ce sujet de comment on certifie que ce qui va être utilisé par l'utilisateur final est du gaz renouvelable, sachant qu'il y a une différence entre le flux physique et le flux contractuel, entre guillemets. Physiquement, je vous l'ai dit, le gaz, il va aller directement en proximité des zones de production. Donc, dans les communes qui sont autour, le gaz renouvelable va aller autour du site de production. Et c'est vrai qu'il y a un autre marché qui existe, et donc il y a un système qui est géré. On était au départ l'opérateur qui gérait les systèmes de garantie d'origine, c'est-à-dire qu'on s'assurait qu'il y avait autant qu'un fournisseur de gaz
avait suffisamment de garanties d'origine pour pouvoir en vendre, et c'est nous qui écrasions la molécule qui a déjà été utilisée dans un usage. Là, c'est un opérateur privé qui a repris la gestion, c'est EEX, qui est un acteur européen des garanties d'origine. Alors, j'ai une question de Gérard Poirier qui m'a intervenu tout à l'heure, qui nous dit la chose suivante. Pourquoi fait-on passer le message qu'il faut supprimer les chauffages au gaz au profit de l'électrique, alors que l'électrique, aujourd'hui, on est déjà à 30% de foyers chauffés en réacteur électrique et que c'est une pointe de 20 gigawatts qui nous pénalise en France, alors que les Allemands qui ont plus de population n'ont une pointe que 10 gigawatts à cause des réacteurs électriques. Pourquoi est-il y a ce message aujourd'hui? C'est Vous avez le droit de tout dire. Alors, c'est un sujet, on se dit tout ce matin. C'est vrai qu'il y a cette volonté d'électrifier très fort aussi, puisque effectivement le message est assez simple. Hein. Si, comme l'électricité en France est décarbonée, pour aller très très vite dans la décarbonation, ben, on a intérêt à basculer tous les usages, mobilité, chauffage, à l'électricité. Et donc, comme c'est très compliqué de faire changer d'énergie les Français, parce que la chaudière au gaz, c'est un équipement qui est assez low cost, ça coûte un prix, mais c'est beaucoup moins cher que les équipements équivalents comme les pompes à chaleur électrique. Il y a un delta de 10 000 euros globalement pour un foyer français. Une des façons, comme c'est pas possible de le faire, comme c'est pas facile d'engager les Français à le faire, c'est d'interdire carrément les chaudières. Donc on a eu un gros débat il y a 2 ans quasiment, hein, où le gouvernement a failli interdire la chaudière. Et là, dans la PPE3, il y a une disposition sur laquelle nous, on se bat en tant que gazier, parce que c'est un peu caché, mais c'est écrit qu'ils veulent interdire le remplacement de 350 000 chaudières par an. En fait, 350 000 chaudières par an, c'est ce qui s'installe par an, de chaudières. Donc, en fait, ils veulent indirectement, de nouveau, interdire la chaudière, ce qui va potentiellement faire un gros débat, puisque les Français ne vont pas tous basculer à la pompe à chaleur électrique, qui est l'équipement de remplacement. Tout simplement parce que techniquement, c'est pas faisable dans beaucoup de situations. Dans les appartements, c'est pas possible. Dans les maisons, c'est pas dans les maisons à coller, c'est pas possible. Et puis ça coûte très cher. Voilà. Donc ça, c'est un des débats qui fait partie. Qui fait partie. Alors, si vous voulez, sur ce sujet-là, nous on a fait des propositions à l'ADEME. En fait, on a dit à l'ADEME qu'il fallait que sur les pompes à chaleur, les gens ne soient pas obligés de démonter d'abord leur chaudière. C'est la première chose. Oui. Pour faire de l'hybridation, et notamment quand il y a par exemple 15 jours de grand froid l'hiver, il faut mieux faire tourner des chaudières à gaz qu'à économiser les électrons dont on a besoin ailleurs. Donc ça, c'est un combat qu'on met comme sur la pompe à chaleur RR pour remplacer les radiateurs électriques. Par contre, moi je pense que sur la communication, si vous voulez, à 44 grammes, vous êtes à la moyenne française, donc il n'y a pas de débat. Oui. Vous êtes comme l'électricité à 44 grammes. Bien sûr. Et ça, il faut vous communiquer là-dessus. Et Non. si encore plus vous êtes à 25 grammes, comme moi je pense que vous l'êtes en réalité, vous êtes comme l'électricité l'été. Comme l'électricité l'été. Donc en fait, si on y va comme ça, on est même mieux que ça, parce qu'en fait, la réalité, c'est que on évite effectivement des émissions liées aux engrais. Et là, aujourd'hui, dans le petit schéma que j'ai présenté très rapidement, lorsqu'on fait l'épuration du biogaz, lorsqu'on met aux spécifications du gaz naturel, pour avoir du méthane, on voit aux petits oiseaux du CO2. Mais aujourd'hui, le CO2 a une telle valeur pour produire demain, aura une telle valeur demain pour produire ce qu'on appelle des e-carburants, que ce CO2 va être collecté c'est bien, pour ça. pouvoir, et il est commencé à être collecté, hein, et donc là on est carrément négatif. Voilà. Bon, après tout ça c'est une histoire d'optimum technico-économique. En tout cas, on a la conviction que le débat au niveau français mérite d'être éclairé à la fois sur la partie électricité, hein, comme ça a été fait ce matin, mais il restera en 2050, il restera 45% d'énergie qui seront encore produits différemment que l'électricité dans tous les scénarios. Et ça, il faut regarder ce sujet-là quand même. Et le gaz sera une des solutions.